dans le même sens pour enrichir davantage le débat. Donc je passe la parole à Madame Barka pour plus de questions sur ces résultats. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je commencerai par dire que je suis très contente pour notre collègue Madame Benkhouja, donc qui, grâce à sa persévérance, elle est arrivée donc à mener à bien son travail de thèse. Donc, je tiens aussi à la féliciter pour son exposé de bonne qualité et qui est très clair et pédagogique. Donc, je rejoins l'avis de mes collègues sur ce point-là. Bien sûr, ensuite, j'ai un certain nombre donc de questions et de remarques pour valoriser un petit peu le travail de notre collègue. Surtout que nos amis Rabah Bouharoub et Jamila Halish ne sont pas là. Donc, je pense que je serai obligée de poser quand même quelques questions en plus à leur place. Bon, alors, je commence donc en page 7. Donc, en page 7, vous avez parlé des paramètres liés à l'adsorbant. Oui. Voilà, donc ici, vous parlez de la densité et de la nature des groupes fonctionnels. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible de nous donner un peu plus d'explications sur ce point-là? Comment la densité et la nature des groupements peut influencer donc l'absorption? Pour ce qui est de la nature des groupements de surface de l'adsorbant, donc s'ils sont chargés négativement, ils vont favoriser l'absorption d'adsorbats chargés positivement, ou le contraire. Pour la densité, plus la densité est élevée, donc plus. Si la densité est élevée, ça signifie quoi? Qu'il y a moins de que la porosité sera plus petite et l'absorption plus faible. D'accord. Alors, dans le même point, donc vous parlez de taux de cendre. J'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Généralement, les adsorbants que l'on utilise sont les adsorbants qui ont une faible teneur en cendre. Donc, les adsorbants comme les adsorbants carbonés, on préfère utiliser les adsorbants dont la teneur en carbone est élevée parce qu'ils se sont révélés être des adsorbants avec une porosité assez importante. Donc, on doit tout mesurer le taux de cendre pour le savoir. Et la plupart des adsorbants inorganiques ont un taux de cendre plus élevé que les adsorbants organiques. Pour l'absorption, on leur préfère les composés à forte teneur en carbone, mais dans le cas de notre étude, on a utilisé des adsorbants minéraux ou inorganiques, tout simplement parce que ce sont des rejets. Et pour valoriser ces rejets dans le domaine de la pollution. Donc là, j'ai pas bien compris. Donc les bons adsorbants, en quelque sorte, ils ont un taux de cendre. C'est pas les bons adsorbants, surtout quand on parle, c'est-à-dire les bons adsorbants, ils ont un taux de cendre faible. C'est généralement des composés organiques qui se sont révélés être de meilleurs adsorbants que les composés inorganiques. Il n'y a qu'à voir les surfaces spécifiques. Dans le cas de nos phosphates, elles sont très faibles. Elles sont de l'ordre de 30 mètres carrés. Elles varient de 16 à 38 pour le traitement traité. Ceci dit, on préfère utiliser des adsorbants à faible teneur en matière minérale. Si on les comparait aux adsorbants comme les charbons ont des surfaces spécifiques qui vont jusqu'à 3000 mètres carrés par gramme. Oui, par rapport à la surface spécifique. Par rapport à la surface, parce que quand on parle de surface spécifique, on doit parler aussi de la porosité. Non, mais par rapport à ce taux de cendre. Bon, ça, oui, on le sait, mais par rapport au taux de cendre, donc c'est en rapport avec la matière organique présente dans l'adsorbant. Oui, le taux de cendre il sera plus élevé pour les composés inorganiques que pour le... Le taux de cendre est surtout relié à la matière minérale. D'accord.
Et le taux de cendre est déterminé en chauffant dans un four à une haute température et sous atmosphère d'oxygène ou d'air. D'accord. Alors, page 59. Alors, en page 59, vous dites que le traitement chimique est... Vous faites donc un traitement chimique et thermique. Donc, c'est dans quel but vous faites ces traitements? Ces traitements ont été effectués dans le but d'améliorer la capacité d'absorption de nos absorbants. Finalement, ils se sont révélés négatifs. Parce que concernant le traitement chimique, je l'ai expliqué donc tout à l'heure, il n'a pas influé positivement sur la capacité d'absorption parce que nos échantillons, le traitement chimique a été effectué sur le phosphate brut. Donc, dans le phosphate brut, on a la présence des éléments phosphatés, des carbonates. Donc, le traitement chimique a fait disparaître les carbonates. Or, les cations du colorant s'absorbent mieux sur les carbonates, c'est sur les groupements carbonates. C'est-à-dire là, vous dites le traitement s'avère négatif, mais je pense que c'est une conclusion peut-être un peu hâtive parce que, donc, je rejoins l'avis de notre collègue, vous n'avez pas fait une étude systématique. Si vous aviez fait une étude en optimisant tous les paramètres, peut-être que vous auriez eu de meilleurs résultats, non? Là, l'idéal aurait été de suivre le traitement chimique par un traitement thermique pour libérer le maximum de pores. Chose qu'on n'a pas fait étant donné qu'il n'y a pas de four. Il faut un four spécial parce que c'est sous atmosphère inerte, donc il fallait un four spécial, un four tubulaire. Parce que les acides, on ne peut pas aller à des températures très élevées si on utilise un tube en verre. Il fallait utiliser un tube en quartz. Et l'acide attaque aussi le verre. Donc avec le quartz, ça aurait donné quelque chose. Voilà, donc peut-être cette partie-là, elle peut encore donner lieu à un travail. Donc, voilà, ça peut faire l'objet d'une perspective. Voilà, donc... Et j'ai relevé aussi une remarque ici. Pourquoi vous avez choisi, par exemple, le traitement chimique que sur le brut et le traitement thermique sur la fraction fine uniquement? Le traitement chimique sur la fraction fine a provoqué la dissolution totale de l'échantillon de fraction fine. Donc c'est pour ça qu'on a effectué le traitement brut. On a fait un essai sur la fraction fine et grossière. Le traitement chimique a dissous complètement ces fractions-là. Donc on l'a fait sur le brut, ça ne l'a pas dissous, ça a donné quelque chose. Pour le traitement thermique, nous l'avons fait pour la fraction fine. La fraction fine étant la fraction qui absorbe le mieux à cause de la finesse des grains. Voilà, donc là, je pense que ça serait intéressant de reprendre cette partie en faisant une étude approfondie et un petit peu systématique sur tous les paramètres. Vous aurez de meilleurs résultats, je pense. Bon, je ne vais pas trop tarder sur la forme et du manuscrit, donc je vais juste faire quelques remarques sur les références bibliographiques. Donc, j'ai vu par exemple que vous n'avez pas donné des références uniformes. Quelquefois, par exemple, pour les journaux, quelquefois vous donnez le nom du journal en abrégé, c'est ça qui est conseillé généralement. Quelquefois, vous écrivez complètement le nom et tout, donc ça serait pour le même journal, vous le donnez différemment. Donc, non, je vous ai remis des erratums où j'ai apporté toutes les corrections, où j'ai uniformisé. D'ailleurs, l'erratum est là, donc j'ai uniformisé donc j'ai donné les références avec le titre du journal en forme abrégée. J'ai déjà tout uniformisé. Voilà, donc il faut reprendre ça, quand vous remettrez le manuscrit, il faut le faire.
Alors pour la référence 15, je ne sais pas c'est quoi vous mettez, c'est quoi cette référence? Est-ce que c'est un journal? Est-ce que vous mettez 2007? C'est un rapport? Oui, c'est la référence 15. C'est un rapport du groupe, qui est composé donc des auteurs suivants, Taylor and Francis Group. Alors la référence 17. La référence 17, bon, là je vois que vous utilisez un mémoire de magistère de 2003. Bon, moi personnellement, les mémoires de magistère, je ne sais pas si on peut vraiment les utiliser pour une thèse. Je ne sais pas. On valide la soutenance Si des on mémoires. si on peut aussi avoir accès à cette référence, problème. Parce qu'en 2003, Si les références existent. Donc c'est pas les références existent, mais est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut avoir accès à cette thèse par exemple? Par exemple, bon maintenant ces derniers temps, c'est vrai que la plupart des 2003, c'est pas universités, si loin que ça. si, mais bon, un mémoire Parce qu'on a accès à des articles qui datent de 1900, 1800. c'est pas ça, c'est pas la date qui me dérange. Ah, c'est le fait que ça soit une oui, thèse de magistère. C'est un mémoire de magistère, c'est juste c'est pas vraiment de la recherche, donc je ne sais pas. Mais puisqu'on valide la soutenance d'un magistère, on doit valider la référence aussi. Bon, moi c'est mon avis, j'aurais pas utilisé, mais bon. Alors la référence par exemple 16 et 37, donc il s'agit donc du même auteur, donc dans l'une vous mettez SE Chitour, là après vous mettez dans la 37, vous mettez C Chitour, donc pour moi c'est le même auteur, il faut mettre au moins 37. oui, c'est Shamsuddin Shamsuddin. Chitour, donc il faut garder au moins le même Donc auteur. c'est SE. Et dans la 37, vous mettez deuxième édition, je vois pas par exemple l'édition et tout, donc il faut la corriger celle-là. C'est la deuxième édition que je dois corriger. Non, deuxième édition, mais c'est quelle édition? C'est quoi la maison d'édition ici? Parce que c'est comme ça que c'est mentionné sur le livre. Mais édition, il y a l'édition quand même. On met toujours l'édition, donc là, vous n'avez pas mis. Bon, il faut compléter ça. Alors, la référence 57. Donc, la référence 57 aussi, donc je pense qu'il faut corriger. Donc, c'est A State of Art Review, Minerals, Science, et il y a un mot ici, c'est peut-être Engineering. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez écrit là. ENG, donc là, je ne sais pas. Donc, après, il y a 104, il y a un blanc, je ne sais pas, est-ce que c'est la Toutes page? ces références, je les ai corrigées. D'ailleurs, j'ai remis des erratums. En tout cas, moi, ces remarques-là, je les ai préparées avant. Alors, donc, il faut qu'on les signale. Donc, c'est des erreurs qu'on doit signaler. Oui, bien sûr qu'il faut les signaler. Maintenant, c'est au président de jury de vérifier si vous avez corrigé ou pas. Je lui ai remis à lui aussi. Je lui ai remis Voilà, donc après la référence 60 aussi. Donc, là aussi, il y a des erreurs. 60 ou 61? 60. Alors, some aspect, donc normalement, il y a le S que vous avez oublié. Donc, il faut, quand moi, je fais des remarques comme ça, c'est pour que vous puissiez corriger. Bien sûr, sinon, je peux ne pas parler de ces choses-là. Donc, non, il faut en parler. Référence 65. Alors, référence 65. Vous avez écrit dans la référence 65 docteur, ingénieur, ou je ne sais pas c'est quoi ça. Après, donc vous avez le titre, caractérisation du minerai de phosphate sédimentaire de Djebel Anq, Algérie.
Après, vous avez écrit doc et NG. Je ne sais pas c'est quoi. Ça a été relevé comme ça, donc. C'est une thèse ou c'est quoi? Je l'ai relevé comme ça de la thèse de Sodzi. Non, c'est vrai, je l'ai relevé de votre Voilà, parce thèse. qu'on ne sait pas ce que c'est une thèse. C'est-à-dire, je l'ai relevé comme ça de la thèse. D'accord. La référence, la référence 72. La référence 72, pas 72, 73. Même 72, bon, il y a quelque chose qu'il faut corriger. Journal of Saudi Chemical Society, donc il faut corriger ça aussi. Vous avez écrit Saudi. Je pense que c'est ça, Saudi, non? Saudi. Bon, j'ai donné après on a abrégé, la forme abrégée. Voilà, donc D'ailleurs, là, j'ai là. pour la 73, donc vous avez donné un article et tout. Alors une autre remarque, des fois vous donnez les titres, des fois vous ne les donnez pas. Donc il faut choisir de les donner partout ou de ne pas les donner partout. Tout ça, je l'ai corrigé. Je vous ai donné les ratons. Donc c'est bon, vous avez corrigé, je vais arrêter. Si, j'ai corrigé. Eh ben, J'ai corrigé. donc, Je vais voir si j'ai ramené les ratons là. donc c'est bon, alors c'est bon. Donc là c'est bon. Voilà ça. les ratons d'ailleurs. C'est corrigé. Ben c'est pour vous, c'est pas pour moi. Donc et ça s'adresse aussi à nos étudiants qui sont là. Donc, pour faire attention à ça. Alors maintenant, je reviens donc au diapo. J'ai quelques questions. Alors, dans la diapo 5, c'est pas possible. Dans la diapo numéro 5, non, c'est pas. La 5, la 5. La 6? La 5. La 5. Oui. C'est la 5. C'est la 4. Juste après. Oui. Parce qu'ici, c'est mon méthodologie. C'est ça? Non, non, dans la 5. Dans la 5. 4, 5. Voilà, voilà. Donc, quand vous citez là les méthodes de traitement, donc biologique, chimique, donc quand on arrive à chimique, vous parlez d'oxydation, dans oxydation, réduction, complexométrie, etc. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par oxydation. Est-ce que vous parlez des procédés d'oxydation avancée ou de... C'est l'oxydation par certains composés chimiques tels que l'hypochlorite de sodium, le peroxyde d'hydrogène. Généralement, c'est des oxydants que l'on utilise. Peroxyde d'hydrogène, l'hypochlorite de sodium, le dichlore. Donc, on peut inclure aussi les procédés d'oxydation avancée, tels que la photocatalyse. Oui, puisque le peroxyde d'hydrogène, ou ce qu'on appelle Fontan, l'effet Fontan, c'est avec le peroxyde d'hydrogène. D'accord. Alors, la diapo 8. Parce que ça porte, c'est pas les mêmes numéros. Donc, c'est là, non? C'est celle-là, oui, c'est celle-là. C'est là. C'est la 8, oui. Voilà. Quand vous donnez les domaines d'utilisation, donc engrais, acide phosphorique, donc c'est le domaine le plus important. Et après, vous mettez pollution. Est-ce que c'est dépollution ou pollution? C'est-à-dire dans le domaine on l'utilise pour dépolluer. Pour dépolluer donc l'eau, par exemple, éliminer les métaux lourds, éliminer les colorants qui se trouvent. C'est le domaine le domaine de la pollution. Donc j'aurais mis dépollution plutôt que pollution. Alors, voilà. Alors, dans la diapo numéro 9, la suivante, donc ici, vous faites prélèvement sur le site du gisement de Kefsenoun. Alors, comment vous faites vos prélèvements, les prélèvements d'échantillons? Les prélèvements, ils n'ont pas, c'est pas moi qui les ai faits, on nous a fourni les échantillons. Mais l'entreprise nous a fourni les échantillons. Mais par rapport à la représentativité de votre échantillon?
C'est-à-dire au laboratoire, quand je ramène les échantillons, avant de faire une préparation mécanique, les échantillons passent à travers un échantillonneur qui Non, permet mais avant ça, c'est-à-dire moi je cherche à savoir est-ce que vous vous êtes renseigné sur comment ils font ces prélèvements pour que l'échantillon soit représentatif. L'échantillon n'est pas représentatif au début. C'est une fois au laboratoire que nous faisons un échantillonnage à l'aide d'un appareil qui s'appelle échantillonneur. Non, mais je pense la façon de prélever cet échantillon est très important parce que, bon, en général, ils font des carottages, donc ils prélèvent, donc ils font des carottages, donc ils prennent un peu sur différentes couches pour que l'échantillon soit, parce que sinon, si on fait juste des prélèvements comme ça ponctuels, les résultats qu'on va trouver, ils ne veulent rien dire parce que c'est ciblé, donc puisque vous savez que c'est naturel, donc c'est pas homogène, donc. Parce que, c'est-à-dire en ce qui concerne les manips que j'ai faites, l'échantillonnage, je l'ai fait au laboratoire. J'ai ramené les échantillons tels qu'on les a donnés, ensuite j'ai fait l'échantillonnage. C'est un appareil qui fait ça, qui permet d'avoir des fractions. Oui, ça c'est après, c'est au niveau du laboratoire, mais au niveau du gisement lui-même, donc je pense qu'il y a des façons quand même optimisées de faire des prélèvements. Voilà, c'est très important pour que ça soit. Parce que, comme j'ai dit, si c'est les noirs ou bien les beiges, ou bien le mélange des deux. Comment Voilà. ils ont fait le prélèvement? Voilà, c'est ça. Hein. Parce que la composition chimique est différente. Voilà. Donc, c'est important. Voilà. Alors après, sur la même diapo toujours, vous parlez de tamisage par voie sèche. Est-ce qu'il y a un autre tamisage par une autre voie? Oui, il y a le tamisage par voie humide. Pourquoi vous avez opté pour cette voie, la voie sèche? Bon, en laboratoire, c'est la voie que l'on utilise. Donc parce que la voie humide, peut-être c'est pour enrichir le phosphate en P2O5. Mais là, la voie sèche, elle est rapide d'utilisation. Il suffit de prendre des tamis. D'accord. Et donc, vous avez utilisé 3 tamis, le 50, le 250 et le 500 micromètres. Pourquoi vous avez choisi cette série? Alors qu'on sait qu'il y a des normes quand même. Donc, il y a, par exemple, la norme AFNOR qui vous donne toute une série. Là, je vois que vous avez choisi que ces 3-là. Pourquoi vous avez... C'est en fonction de la disponibilité des tamis. Il y a le tamis de 50 micromètres, le tamis de 500. Donc, c'est en fonction des tamis disponibles au niveau du laboratoire. D'accord. Bon, avant, j'ai utilisé le tamis de 100. Après le tamis de 100, il s'est déchiré. Donc, on a pris des tamis de 50, 250. C'est toujours en fonction de la disponibilité des tamis. D'accord. Donc, j'ai constaté aussi que vous ne donnez pas les masses que vous avez utilisées. Par exemple, les masses initiales. Là, vous donnez directement après tamisage, vous donnez les pourcentages, mais on n'a pas la masse. Donc, je me demandais comment vous avez fait votre... est-ce que vous avez utilisé la méthode de quartage pour... Donc, j'ai pesé l'échantillon avant le tamisage et j'ai pesé les fractions après tamisage. Donc, nous avons constaté qu'on obtenait une masse, un pourcentage massique plus faible pour les fractions dont le diamètre est inférieur à 50 et supérieur à 500. C'est-à-dire que les masses les plus importantes ont été obtenues pour les fractions intermédiaires. Donc, la masse initiale, ça dépend de la quantité que l'on a ramenée. Donc, je ramène une quantité d'1 kilogramme, je la fais passer dans les tamis et je pèse après tamisage chacune des fractions. Alors, je vois que vous avez 2 fractions qui donnent un pourcentage important, fraction intermédiaire grossière et la fine. Donc, vous avez à peu près 84% de votre échantillon qui se retrouve dans ces 2 fractions-là. Est-ce que vous pensez que vos phosphates se retrouvent ici, Oui. dans ces...
Oui, c'est la maille de libération maximale des éléments phosphatés. Et donc, pour Et la d'ailleurs, même l'aspect de l'échantillon. L'échantillon dont la fraction est inférieure à 50, il est beige, très très fin, tandis que les fractions intermédiaires fines et grossières, elles tendent un peu vers le gris. Elles n'ont pas le même aspect. C'est comme du sable, les fractions intermédiaires fines et grossières. Donc, pour la fraction là, grossière et fine, il n'y a pas de phosphate dans ces... Si, il y a du phosphate, mais il y a moins de phosphate que dans les autres fractions. Dans les fractions fines et grossières, il y a plus de dolomite. D'accord. Ok. Mais il y a toujours la présence de phosphate. Ok. Donc, dans la diapo 10, alors dans la diapo 10, Celle-là là c'est la 11. Bon, je pense, on passe la diapo 12. Je pense que cette question, je l'ai déjà posée, donc on passe à la 14. Voilà, donc dans cette diapo-là, donc vous parlez donc des différents oxydes, des pourcentages massiques, etc. Donc vous avez mis donc vous êtes focalisé surtout sur le P2O5 et le MgO. Pourquoi c'est ces deux oxydes qui sont importants pour vous puisque vous les avez soulignés ici? Pour le P2O5, il nous renseigne sur la teneur en phosphate. On s'est intéressé à ça parce qu'il nous intéresse, nous, c'est la valorisation des déchets. Donc, on préfère utiliser des échantillons dont la teneur en P2O5 est la plus faible possible. Parce que les échantillons de phosphate dont la teneur en P2O5 est élevée sont utilisés pour la fabrication d'engrais et d'acide phosphorique. Tandis que celles dont la teneur est plus faible, sont considérées comme rejet, l'entreprise ne les utilise pas. En ce qui concerne la teneur en MgO, il faut qu'elle soit la plus faible possible. Parce qu'une teneur élevée en MgO, lors de la fabrication de l'acide phosphorique, elle donne un acide très visqueux. Donc on va éviter, on s'est intéressé aussi à l'oxyde de calcium parce que d'ailleurs ce qu'on remarque là, la teneur en l'oxyde de calcium c'est la plus élevée. Justement, j'allais faire cette remarque-là, donc pourquoi vous ne parlez pas de l'acide de calcium, plutôt de l'oxyde de calcium? Parce que l'oxyde de calcium n'a pas une influence négative sur la fabrication de l'acide phosphorique. Parce que quand la teneur en oxyde de magnésium est élevée, l'acide produit sera très visqueux. Est-ce que vous avez des normes? Est-ce que vous comparez à une... Oui, les normes, je les ai relevées de la thèse de M. Bizy. La teneur, elle devrait être quand même inférieure à 1% pour que l'acide soit moins visqueux. Donc ici, entre 2 et 2,35, c'est ça reste une teneur élevée. D'accord. Alors on arrive aux méthodes de caractérisation. Bon, je pose juste une question générale comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez fait appel à ces méthodes de caractérisation, par exemple, et pas d'autres, la diffraction des rayons X, l'ATG, plutôt l'infrarouge, vous avez le BET, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes qui pourraient Évidemment qu'il existe d'autres méthodes comme la fluorescence X. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus? La fluorescence X, elle peut nous donner la teneur en éléments à l'état élémentaire. On peut aussi avoir l'analyse élémentaire tout court qui nous donne, mais ces appareils ne sont pas n'existent pas. Donc c'est une question de disponibilité. Disponibilité. Par contre, j'ai une remarque.
On a vu ici dans l'exposé, vous avez présenté des ATG, ATD. Donc, par contre, bon, donc ça c'est une méthode qui est très importante pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus par rapport aux autres méthodes, ATG, ATD? Bon, on nous renseigne sur la perte de masse, sur aussi si je parle du diagramme ATD, il nous renseigne aussi sur les réactions qui ont lieu. D'accord. Mais pourquoi on ne retrouve pas, en tout cas sur mon exemplaire, je ne les trouve pas. Non, Donc, ça a été fait après. Parce que la TD-ATG, je l'ai fait après avoir déposé le manuscrit. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté après pour pouvoir expliquer il est dans la publication. Le diagramme. ATG, ATD, il est dans la publication. Ce que vous avez présenté dans la publi. Donc, Vous avez présenté l'analyse thermique oui. dans la publication. Pourquoi je l'ai présenté? Oui, c'est-à-dire que... Bon, parce que l'analyse thermique va me renseigner, nous renseigne sur les pertes de masse qui finalement me donnent, comme le cas du domaine de température 600 à 900. Pourquoi on a une perte de masse importante dans ce domaine? Donc ça me rend, c'est dû à quoi? C'est dû à la décarbonatation qui commence à 600 degrés. Donc je suis renseignée sur ce qui se passe dans ce domaine de température. Pour expliquer aussi pourquoi dans le cas de la fraction fine traitée à 900 degrés, on a l'apparition de nouvelles espèces minéralogiques telles que l'oxyde de calcium et l'oxyde de magnésium. Ça s'explique comment? Par la décomposition des carbonates. La décomposition des carbonates va me donner l'oxyde de calcium et l'oxyde de magnésium, plus un dégagement de CO2. Donc ça me renseigne sur ce qui se passe dans ce domaine des températures. Oui, c'est pour dire que c'est important pour vous. Mais je suis étonnée de ne pas voir ça sur la thèse. C'est tout, c'est la remarque que j'ai faite. Alors, la diapo 19. Donc, dans la diapo 19, alors on a les... Donc ici, j'ai fait aussi une remarque par rapport à la page 76. Dans la page 76, où vous avez fait des meubles. Donc vous avez présenté des micrographies MEB des échantillons de phosphate. Donc vous avez plusieurs photos. Donc moi je me posais la question entre la photo 5 et la photo 6. Quelle est la différence? Page de 76. Quelle photo? La photo 5 et 6. C'est la même photo, sauf que là, j'ai ciblé des points. C'est la même photo, si je veux. Donc là, j'ai ciblé le point B pour faire le DX, le point C, etc. Mais c'est la même photo. Mais il faut la supprimer alors celle-là. Donc elle est en plus. Donc elle nous donne rien de... Voilà, donc justement dans cette... et j'ai fait aussi la même remarque sur les EDX. Je trouve que vous avez présenté beaucoup d'EDX qui nous... sur les phosphates plusieurs fois, sur les silicates plusieurs fois, etc. Je ne sais pas, est-ce que c'est utile de donner tous ces EDX-là? Peut-être, moi j'aurais peut-être mis juste... Pourquoi j'ai donné tous ces EDX? Parce qu'à chaque fois, je cible des points. Donc je fais l'EDX pour le point. Donc, quand vous avez une photo MEB, vous avez plusieurs points, A, B, C, D.
je donne le dx pour le point A, le dx pour le point B. Donc, ça dépend du point ciblé. Plus vous ciblez 2 points, mieux c'est. Donc, vous avez le... Mais vous avez presque les mêmes. Donc, silicate plusieurs fois, phosphate plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est utile de donner tout ça. Alors que là, Là, j'ai résumé. voilà, donc je pense que peut-être c'est meilleur de donner comme ça. Donc, quand vous ciblez un point, donc vous avez c'est pour déterminer la composition chimique, c'est ça, avec les EDX. Pour déterminer quel composé on trouve en ce point. Donc, le composé qui est prédominant. Si je prends le premier EDX, si je prends le premier EDX, il y a une teneur en... Bon, le premier EDX, il y a une teneur en calcium et en phosphore élevée. Donc, ça nous renseigne sur le composé qui est donc le phosphate. Si je regarde le deuxième EDX, il y a une forte teneur en calcium et magnésium calcium et magnésium, donc c'est de la dolomite. Parce que la dolomite, c'est AMG, CO3 2 fois. Je regarde le dernier EDX. Pourquoi on a mis silicate? Parce qu'il y a une forte teneur en silicium aussi. Donc, c'est la composition chimique, en fait, de quoi? Du grain ciblé. Du grain. Donc, du grain ciblé. C'est pas la composition chimique de l'échantillon. C'est juste le grain. Parce que quand on fait le DX, à chaque fois, on cible un point. Donc, tout dépend du point que vous avez ciblé. Dans un même échantillon de phosphate, je vais cibler un point, je vais trouver des phosphates, je vais cibler un autre point, je vais trouver des silicates, du quartz. D'accord. Ok. Alors, parce qu'on ne sait pas à l'avance quel point cibler. Donc, on cible n'importe quel point sur d'une manière aléatoire. Bon, c'est vrai que d'une manière aléatoire. Si on cible un point, c'est-à-dire arrondi, de forme ovoïde ou cylindrique, on sait qu'il s'agit d'un phosphate. Par contre, si pour les agrégats dolomitiques, ça n'a pas la même forme. On n'a pas des formes ovoïdes, cylindriques ou arrondies. D'accord. Alors, la diapo 24. Donc, alors, dans la courbe A, BR46, donc on voit par exemple que ici l'équilibre est atteint au bout de combien de temps? Je vois pas. 90 minutes. 90 minutes? Oui. Et pour, par exemple... pour les autres, 10 minutes. Pour 10 les minutes. autres colorants. Comment vous pouvez expliquer... comment on peut expliquer donc cette cinétique, donc dans un premier temps assez lente et... C'est-à-dire, si on revient à la structure des colorants, dans le cas du colorant BR46, nous n'avons pas beaucoup de substituants. J'ai relié ça au fait que dans le colorant RA, RS et BM, il y a plus de substituants. Peut-être les substituants empêchent le colorant de s'absorber rapidement. Donc, ce qui fait que la réaction est ralentie. Elle est plus lente. D'accord. La diapo 25, la suivante. Voilà, c'est celle-là. Bon, on voit par exemple l'allure de ces différentes courbes, c'est presque la même, sauf pour la quatrième. Pour la quatrième là, est-ce que c'est la D, donc oui, c'est la D, donc je ne sais pas ce que peut-être est-ce qu'il faut pas tracer une courbe moyenne, ou bien comment si elle est vraiment comme ça, elle est différente des autres. Est-ce que vous pouvez donner une explication pourquoi elle est différente? Bon, on a dit que les isothermes sont du type L de Langmuir, ce qui signifie que l'adsorbat se fixe à plat sur les molécules d'adsorbant. Dans les isothermes de type L, c'est des isothermes généralement concaves. Mais déjà dans le type L, on a L1, L2, L3, il y a différents types.
d'isothermes dans les isothermes de Langmuir. Je veux dire, par rapport à cette allure-là, pourquoi c'est différent par rapport aux autres? Est-ce que vous Bon, avez... si on élimine un des points, ça peut être... Est-ce que c'est pas une courbe moyenne qu'il faut tracer, ou bien est-ce que vous avez vérifié ces points plusieurs fois ou... Je me posais la question, pourquoi c'est différent par rapport aux autres? Bon, c'est-à-dire là, ça se rapproche plus de l'isotherme de type H. Mais ce n'est ni une isotherme de type H, ni une isotherme... Bon, c'est plus une isotherme de type L. Bon, moi, pour cette courbe-là, j'ai regardé toutes les isothermes de Langmuir. Donc, à partir de L1, L2, donc elle ressemble à l'une des isothermes de Langmuir. Parce que l'isotherme de Langmuir, c'est concave. C'est ce qu'on a eu. Vous allez prendre l'isotherme de GIS de type S, c'est sigmoïde, ça fait une autre forme. C'est pas concave au début, c'est par rapport à la concavité qu'on parle d'isotherme de type L. Donc S, c'est une isotherme sigmoïde. Et je prends l'isotherme de type, donc il y a SL, H et C. C, c'est linéaire. Or, on n'a pas réellement ça. C'est plus concave. Moi, je me demande plutôt, est-ce qu'il ne faut pas tracer une courbe moyenne, ou bien peut-être faire d'autres points pour confirmer. Alors, la diapo 26. Alors, dans la diapo 26, je me posais la question, pourquoi vous n'avez pas fait passer les courbes par le point zéro? Par exemple, si la concentration du colorant est égale à 0, quel est le Q, la quantité absorbée? Elle sera égale à 0. Pourquoi alors vous n'avez pas mis les points? Donc il faut peut-être faire passer la courbe par le point 0. Alors, la diapo 27. Donc là aussi, je me pose toujours la question sur l'allure des courbes. Quelquefois, entre le premier point et le deuxième point, est-ce qu'il ne faut pas prendre une concentration intermédiaire? Parce que là, vous reliez le premier point, par exemple, si je prends les deux dernières courbes, premier point, deuxième point, donc si on essaie par exemple de faire concentration égale 0,5, pourquoi vous n'avez pas essayé 0,5? Vous n'avez pas calculé le taux. Donc, ça serait intéressant dans cette zone-là de faire d'autres points pour avoir une meilleure, je pense, un meilleur tracé. Pourquoi vous passez de 1 jusqu'à peut-être 1 jusqu'à 2 ou bien 3 jusqu'à 3? Je pense qu'il a été exposé. Bon, je passe sur certaines questions. Bon, j'ai remarqué aussi une chose. Vous avez donné beaucoup d'importance à la modélisation, ou bien donc à essayer de trouver en quelque sorte une corrélation entre vos résultats expérimentaux et le modèle de Langmuir et Freundlich, etc. Est-ce que, en quelque sorte, moi je ne connais pas trop ces modèles-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut vraiment tirer d'important par rapport à notre matériau, donc sur quoi réellement ils peuvent nous renseigner. Si je dis qu'il appartient à un modèle, ça répond au modèle de Langmuir ou au modèle de Freundlich, qu'est-ce que... Dans chaque cas, il faut revenir à la théorie. Si on parle s'il répond au modèle de Langmuir, ça signifie que tous les sites d'adsorption sont
identiques du point de vue énergétique. Et sur chaque site, c'est-à-dire chaque site ne peut absorber qu'une seule molécule. Il n'y a pas d'interaction entre les molécules absorbées. Et dans le cas du modèle de Langmuir, il y a formation au maximum d'une couche monomoléculaire. Si je parle du modèle de Freundlich, on revient au modèle. La quantité absorbée à l'équilibre est égale à une certaine constante Kf par CE à la puissance 1 sur n. Ça nous renseigne sur l'énergie d'absorption qui varie d'une manière exponentielle. Pour le modèle de Tonkin, elle varie d'une manière linéaire. La chaleur d'absorption en fonction du taux de recouvrement. D'accord. Alors, la diapo 38, je pense que c'est la dernière sur laquelle je vais parler. Donc, étude comparative, je pense. Voilà, donc, comment expliquer que le phosphate fin, donc là, il vous donne quantité absorbée en milligrammes par gramme de 28,57, donc c'est la plus élevée par rapport au brut et au grossier. À quoi c'est dû? C'est dû à la finesse des grains. Parce que si on regarde les types d'isothermes, ils sont tous de type 2, de type macroporeux. Donc, ce n'est pas dû à la porosité. Plus un solide est divisé, plus mieux il absorbe. Très bien. Donc, je me posais juste la question, est-ce que vous avez comparé vos résultats, par exemple, aux résultats donc, obtenus par les Marocains, puisqu'ils travaillent beaucoup aussi sur les phosphates et aussi il y a même des phosphates en Tunisie. Donc, je ne sais pas si vous les avez comparés. Je vois que vous avez comparé à l'argile marocaine. Donc, l'argile marocaine, est-ce que c'est le phosphate? Phosphate marocain? Non, c'est une argile marocaine. Donc, on a comparé à d'autres adsorbants issus des rejets industriels ou des rejets agricoles. Bon, c'est vrai que l'argile n'est ni un rejet industriel ni un rejet agricole. L'argile, généralement, elle est connue donc pour... elle a généralement, elles ont de très grandes surfaces spécifiques comme les éolites, etc. Mais bon, j'aurais aimé... J'aurais voulu s'il y avait une comparaison avec les phosphates. Il faut que ça soit aussi le même adsorbant pour comparer. Les Marocains n'ont pas travaillé avec le colorant BR46. Mais j'ai vu qu'ils ont travaillé sur d'autres avec le bleu de méthylène, oui. Mais pour comparer des adsorbants, pour comparer des phosphates, il faut avoir aussi le même colorant. On doit comparer l'absorption d'un même colorant sur un phosphate. Or là, c'est un... Et là, est-ce que c'est avec les mêmes colorants que vous avez utilisés que tous ces travaux ont été faits? Oui, puisque c'est une étude comparative entre l'absorption. L'étude comparative de l'absorption du colorant BR46 sur différents adsorbants. Ce qui diffère, c'est les adsorbants, mais l'adsorbant est le même. Mais on aurait pu aussi comparer les adsorbants, même si l'adsorbant est différent. C'est-à-dire là, il y a plusieurs paramètres. Si vous aurez l'adsorbant, l'adsorbant, donc on compare pour un même paramètre. Non, c'est-à-dire ici, là, quand vous dites, j'ai choisi le même colorant, mais différent. Mais nous, notre matériau qui nous intéresse réellement, c'est les phosphates, c'est votre phosphate. C'est-à-dire, là, j'ai raisonné par rapport au colorant. Je veux dire, vos rejets de phosphate, c'est plus parce que, on sait que le charbon actif il est très utilisé. C'est une référence, c'est normal. Les argiles aussi. Mais les phosphates, peut-être il n'y a pas autant de travaux sur les phosphates dans le domaine de l'absorption. Si, actuellement, il y a beaucoup de travaux. Et raison de plus pour peut-être... Oui, mais c'est surtout, c'est pas le même colorant. J'ai pas trouvé de travaux sur le colorant BR46. Je pense que c'est pas tellement un problème, parce que là... C'est-à-dire, j'ai trouvé des travaux sur d'autres colorants, l'absorption d'autres colorants sur les phosphates. Ma question, c'est juste pour avoir une idée. C'est pour avoir une idée, donc...
Mais les quantités maximales absorbées tournent autour des quantités observées dans le cas de nos échantillons. C'est-à-dire c'est pas des quantités élevées comme celles des charbons actifs. C'est-à-dire les phosphates sont loin de concurrencer les charbons actifs, mais ils peuvent être plus ou moins comparables aux déchets issus de l'industrie ou les déchets agricoles. Ça reste de bons adsorbants, mais loin de la performance des charbons actifs. Bon, alors, si j'ai bien compris, le traitement que vous avez fait n'a pas vraiment amélioré la capacité d'absorption de... Le traitement chimique et thermique. Ça n'a pas apporté vraiment... Bon, il y a une quantité absorbée, mais elle est inférieure à celle de l'échantillon non traité. Donc ça n'a pas apporté, le d'effet positif, oui. Souhaité. Donc est-ce que vous avez pensé à d'autres, par exemple, vous avez envisagé d'autres traitements, c'est-à-dire comme perspective, par exemple, je sais que par exemple pour les argiles, les éolites, etc., donc il y a beaucoup de travaux sur la fonctionnalisation. Oui, le greffage. Voilà, donc si on fonctionnalise, peut-être on peut améliorer cette propriété-là. Oui, ce qu'on peut faire par exemple, si on veut faire absorber des colorants cationiques, il faut rendre la surface chargée négativement ou au contraire la rendre chargée positivement si c'est des anioniques. Ou neutres, donc on doit rendre la surface hydrophobe. Apolaire, la rendre apolaire. D'accord, donc je pense que je vais m'arrêter là. Pour les questions de thermodynamique, donc je pense que je vais laisser Monsieur Berkani s'en charger. Voilà, donc j'ai fini. Donc je vous félicite encore une fois pour la qualité de ce travail, pour votre exposé et pour votre courage aussi. J'espère que nos jeunes étudiants prendront exemple. Donc il ne faut pas se décourager. Donc on arrive toujours quand on veut. Voilà, je vous félicite encore une fois et merci. Je vous remets la parole, Monsieur le Président.